Mercedes Pujol Takahashi. Depuis plus de 35 ans, vous réalisez des spectacles pour enfants. Oui, sous le nom de Mercedes Pujol, j'ai fait beaucoup de... J'étais pas des spectacles, c'était des tableaux spectacles. D'accord. C'est-à-dire j'étais entre la peinture et le monde du théâtre. Particulièrement pour les enfants de 3 à 6 mois. Oui, ça j'ai inventé ça. Je pense, on me l'a dit, que j'étais la première en France, si ce n'est en Europe, il y a maintenant au moins 30 ans, à faire des créations pour les tout petits, c'est-à-dire les de 2 mois à 2 ans. Quels sont les retours qu'on peut avoir de ce public-là de Ah, 3 à 6 j'ai adoré. J'ai fait plusieurs créations pour eux. J'ai adoré. Qu'est-ce que c'est qu'un bébé? Puisqu'on peut employer le terme de bébé pour les moins de 2 ans. Un bébé, c'est de la concentration pure. Nous, adultes qui recherchons toujours à nous concentrer, en fait, la concentration est donnée dès la naissance. Et après, on grandit et on est obligé à un moment donné de quitter cette concentration. L'enfant, il va courir après un ballon, et c'est pour ça que c'est très dangereux, il faut suivre l'enfant, mais après, il doit apprendre aussi qu'il y a la route, que c'est le goûter bientôt, qu'il va pleuvoir, plein d'informations qui vont brouiller sa concentration. Et après, tout le long de la vie, il va falloir qu'il retrouve la concentration première, mais là où arrive la magie de la vie, on ne va pas redevenir comme un petit enfant uniquement en concentration, on va y mettre la conscience. Et c'est ça l'histoire, pour moi, l'histoire de la vie, de l'incarnation, si vous voulez. Vous avez fait les Beaux-Arts à Quimper, les Arts Déco à Strasbourg, Oui, et enfin vous avez étudié la publicité à Paris. oui, oui, oui. À quel moment vous avez eu envie d'avoir comme public des enfants? Vous vous rappelez? Oui, oui, absolument. Alors ça, je comprends. En fait, j'ai jamais vraiment, dans ma vie, quitté le monde des enfants. Pour moi, c'était un monde comme un autre. Et je faisais pas de barrière entre le monde des enfants. C'est-à-dire que j'ai toujours gardé les sensations qu'on a quand on est enfant, y compris quand on est bébé. C'est-à-dire que moi, je me souviens, historiquement, mes parents m'ont confirmé des détails de ma vie quand j'avais 5 mois. Mais je pense que j'avais aussi le feeling d'avant, quoi. Je marche comme une vision, quoi. Je marche par vision et par sensation. Par exemple, quand je fais une création, avant quand je faisais une création en tableau spectacle, c'est pareil quand je fais une peinture ou quand je fais n'importe quelle création. Je me concentre en moi et hop, j'ai une vision totale de ce que je veux faire. C'est vraiment au niveau de la vision, du Oui, voir. oui, je vois parfaitement, mais c'est plus, non, c'est pas que la vision pour moi, je vois en même temps l'objet ou l'objet fini, c'est-à-dire que je vois à peu près ce que je vais faire visuellement, mais en même temps, je ressens ce que moi je vais ressentir en jouant, si c'est un spectacle, ce que je vais ressentir en fabriquant, et ce que les autres vont ressentir en voyant et en étant... C'est-à-dire tout ça mélangé. Une fois, j'ai entendu dire que Van Gogh, quand il voyait un arbre, il voyait les 4 saisons en même temps dedans, et dans cet arbre. Et ça, je me rapproche un peu de ça. Est-ce qu'on peut Ouais. provoquer ces visions? Moi, je ne provoque pas, j'y suis tout le temps. C'est un truc permanent pour moi. Mais j'ai beaucoup travaillé quand même aussi. Parce que mon travail d'humain, je vais dire, c'était de m'incarner. Si j'étais restée dans mes visions primitives comme ça, je pense que je serais devenue folle. La folie est très intéressante pour moi, c'est-à-dire que j'aurais plus géré le quotidien. Or, la vie m'a donné une rigueur extrême pour mener ma vie en général. Donc, je suis extrêmement rigoureuse dans tout ce que j'entreprends. Et ça m'a sauvée d'une folie créative. Comment, Ouais. comment on sort de ces folies créatives pour entrer dans le quotidien, pour retourner au quotidien? Non, non, On peut vivre avec tous les jours? non, il n'y a pas, on ne sort pas dans le sens, bon, maintenant on arrête de rire et tout ça, ça a l'air complètement hallucinatoire comme ça, mais c'est, quelque part, ça l'est. Je suis hallucinée en permanence. C'est-à-dire, je suis dans l'émerveillement permanent. Ceux qui me connaissent savent que, waouh, ça c'est une merveille, mais tout me nourrit, absolument tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses qui sont moins bien dans la vie que d'autres. Par exemple, je suis la reine du balayage, même si je balaye pas souvent. Je fais du land art quand je balaye. Quand je couds,
j'ai une petite corbeille noire, c'est moi qui l'ai peinte en noir, et dès que je coupe un petit nœud ou bien un bout de fil, que je le pose, c'est ma poubelle de table pour la couture, je suis consciente du petit point de couleur que je mets dans cette corbeille. Je suis consciente de tout, en fait, de ce que je fais. Et ça me nourrit tout le temps. Vous parliez de la merveille. Quand je vous ai écrit la première fois, vous m'avez souhaité la merveille à la fin de la lettre. C'est quoi la merveille? Quand on écrit, qu'on fait de la correspondance, bien cordialement et tout ça, et puis moi, j'essaye, je suis tombée, pour moi, ça correspond à rien du tout, la cordialité, c'est pas assez pour moi, c'est pas assez, bien que c'est bien, mais c'est pas assez. Donc, c'est assez récent, parce que je change régulièrement. Il y a maintenant, je crois que ça fait 1 an ou 2, je termine mes lettres, beautés et merveilles. Et je trouve que c'est beau de souhaiter, de voir un vrai souhait. Les gens, ça les assoit sur un moment poétique. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette lettre-là? Qui c'est qui nous écrit beauté et merveille? Et je signe. Exactement comme quand je fais des chèques. C'est pareil. Maintenant, les chèques, pour moi, ça touche la poésie aussi. Un jour, j'étais dans une station-service sur une autoroute et j'ai demandé, pour rédiger mon chèque, nous sommes où ici, à Brive ou à Limoges? Et puis, en rentrant dans la voiture, je me suis dit, mais la banque, ils s'en fichent que je sois à Brive ou à Limoges. Donc, j'ai décidé de faire mes chèques à partir de ce moment-là, de Mexico, de Tokyo, de Paris, d'Abidjan, enfin voilà. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas là que je veux aller. Où est-ce que je veux aller? Et puis, j'ai pensé sur la Lune. Et depuis, tous mes chèques, je mets la date et le lieu, je mais sur la Lune. Ils sont débités. Oui, mon banquier, je lui ai expliqué, il m'a dit si ça vous fait plaisir. Parce qu'en plus, j'arrive à convaincre le banquier que c'est bien de faire. Et donc, c'est un moment de poésie que je peux partager. Comme quand je suis dans une file d'attente au supermarché, j'ai la blague facile. Donc j'ai dit, je vais vous raconter une blague aux gens qui attendent, autant qu'à la caissière qui est en train d'attendre quelqu'un. Et qu'est-ce que je raconte comme blague? Je raconte une histoire de Nasruddin. Nasruddin, ce grand sage fou dans la tradition orale soufiste. Je vais vous en raconter une très courte et que je raconte très souvent comme ça, quand j'attends. Alors c'est Nasruddin qui rentre chez lui le soir, très tard dans la nuit, et puis, il n'a pas sa clé. Il ne peut pas rentrer chez lui, alors il cherche sous le paillasson, dans un pot de fleurs, tout ça. Il ne trouve pas sa clé, mais il fait un petit peu de bruit quand même. Alors le voisin se réveille, il ouvre sa fenêtre. Il appelle Nasruddin, mais qu'est-ce que tu fais? T'as vu l'heure? Rentre chez toi, va dormir. Je voudrais bien, dit Nasruddin, mais je ne peux pas, j'ai pas ma clé, je peux pas rentrer. Le voisin a bon cœur, il lui dit, écoute, je vais t'aider. Il descend, il regarde sous le paillasson, dans le pot de fleurs, partout, puis au bout d'un moment où il a vraiment cherché partout, lui aussi, il dit, mais Nasruddin, t'es sûr que tu l'as perdu là, ta clé? Non, non, pas du tout, dit Nasruddin. Tu vois le grand arbre là-bas sur la colline, c'est là que je l'ai perdu. Mais pourquoi on cherche ici? Parce qu'ici, il y a la lumière. Donc, vous avez le cerveau qui va jusqu'à la fin, qui est tout à fait normal, et tout d'un coup, ça vrille. Oui. J'adore. Ça m'amuse. Quand vous avez commencé, on est dans les années 70 à peu près, les premiers spectacles ou pas? Un peu avant? Oui, les années 70. Comment oui. le théâtre est très émouvant à l'époque. Enfin, il y a beaucoup de choses. Oui. Il y a le living théâtre, non? Des choses comme ça. Dans les années 70, moi j'ai rencontré mon maître en théâtre. Cantor, non? Oui, Tadeusz Kantor. Tadeusz Kantor, oui. C'était du temps où Jacques Lang habitait à Nancy et faisait un festival de théâtre. Oui. Et en même temps, il y avait Le Regard du sourd de Bob Wilson. Et Tadeusz Kantor, cette année-là, il y avait Bob Wilson et Tadeusz Kantor qui étaient venus avec un tableau avec un spectacle qui s'appelait La Poule d'eau. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, Tadeusz Kantor, c'est un Polonais, c'était un artiste polonais qui faisait des improvisations et voilà. Et je suis tombée dans un spectacle en polonais où je n'ai rien compris, mais où j'ai tout compris. Et du théâtre, de ce que vous vouliez faire vous-même. Oui, j'ai compris, c'était tellement personnel que c'était universel. C'est ça l'histoire. Hein, et j'ai compris qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Et ça m'a donné l'impulsion de départ. Je fais ce que je veux. Et je n'ai jamais arrêté. Et j'ai suivi toute la route de Cantor tout le temps.
Et en fait, j'ai été jusqu'au final à Toulouse quand je suis arrivée à Toulouse dans les années 90, il arrivait aussi lui à Toulouse comme par hasard et il a présenté un spectacle, il devait présenter un spectacle qui s'appelait C'est mon anniversaire. Et 8 jours avant de jouer, il était en répétition à Varsovie et il a piqué une telle colère qu'il est mort sur le coup. Et j'ai assisté à la première de ce spectacle qu'il avait répété, où il avait sa chaise au bord c'était au théâtre de Garonne à Toulouse, il avait sa chaise au bord de la Seine, comme il était toujours dans les spectacles au bord de la Seine, avec son petit veston serré, avec son écharpe rouge, ces deux choses se trouvaient sur la chaise. Et pendant le spectacle, il intervenait, il remettait un comédien un peu plus à droite, un peu plus à gauche, il intervenait sur scène. Work in progress. Oui. Oui, c'était vraiment étonnant ces spectacles. Et j'estime que c'est mon grand maître. En plus, il travaillait sur des thèmes qui me sont tellement étrangers, sur la guerre de 14, il y avait le rabbin juif, le curé catholique, le théâtre pauvre avec les vieilles planches, la terre, avec voilà, tout ça qui est loin de mon monde de paillettes et de couleurs et d'enfance et de bébés, tellement loin que j'ai beaucoup appris. Je pense qu'on apprend avec ceux qui sont très différents. Et en peinture, il y avait Yves Klein, ou qui c'est qu'il y avait à l'époque Oui, plein de monde. Plein de monde. Yves Klein, oui, que j'ai rencontré son travail à Paris. À l'époque, je faisais toutes les galeries à Paris. J'avais une boulimie et de théâtre et de peinture. Et les nouveaux réalistes, ça m'a beaucoup frappé. Et puis c'était le début aussi du street art. Oui. On commençait à voir ce qu'on appelle les graffitis dans la rue, le street art partout. Et moi, à l'époque, je faisais une grande peinture gestuelle. Oui. Une grande peinture gestuelle. Mais ce n'était pas encore le moment de la peinture pour moi. Alors, comment se passe la préparation d'un spectacle ? D'abord, c'est les poupées, c'est le texte. Je parle des tableaux, je disais tableaux spectacles parce que je faisais quelque chose d'extrêmement particulier. Les tableaux spectacles, comment ça se passe la création ? La création, d'abord, j'avais décidé de m'adresser aux enfants, aux petits, en plus de jouer dans des écoles, parce que je suis extrêmement convaincue que l'école est l'endroit le plus démocratique qui soit pour les spectacles. Là, il y a vraiment tous les enfants, là. Et vraiment, je rebondissais de spectacle en spectacle simplement par une envie. Un jour, je faisais quelque chose sur la mer. La fois suivante, je disais, tiens, je vais traiter la forêt. Et je faisais des créations personnelles. Vers la fin j'allais dire, de ma carrière de spectacle, j'ai travaillé les contes de fées, parce que ça me ravit et je trouve ça très riche. Voilà. Et puis, c'était des envies. Ça me venait comme ça. Vous parlez contes de fées, je pense à ce texte de, comment ça s'appelle, sur les contes de fées en psychanalyse. Bruno Bettelheim. Bettelheim, exactement. Oui. Pour parler de la PNL. Alors, j'ai lu dans votre bio que vous étiez intéressé, et même plus, vous avez pratiqué la PNL. Oui, quel est ce rapport avec tout ça ? C'est pas que j'avais, c'est-à-dire que maintenant je suis praticienne en PNL, c'est-à-dire j'adore les mots, moi. J'écoute beaucoup les mots. C'est une question d'écoute, la PNL. Et tout ce qu'on fait avec des mots, on peut le défaire avec des mots aussi. Je trouve ça assez fascinant, quoi. Et ça m'aide au quotidien, la PNL. Comment vous l'avez rencontrée ? C'est dans des rencontres, tout simplement. Oui, je ne peux plus dire maintenant. Non, c'est pas. On va dire que j'ai commencé, j'en avais besoin moi-même. Donc c'est toujours comme ça, on commence par se soigner soi-même. Et puis après... ça a aidé votre création ? Ah oui, beaucoup. Oui, dans la communication, beaucoup. Je m'en suis beaucoup servi, par exemple, parce que je suis devenue professeure de rêve. Oui, tant qu'à faire. Donc ça veut dire que au départ, j'intervenais dans des groupes qui s'occupaient d'enfants. C'est-à-dire que la base, c'était si vous êtes avec une douzaine d'enfants dans une pièce, une fois que vous avez fait 3 fois la ronde, crié 2 fois machin, viens t'asseoir, qu'est-ce que vous faites si vous êtes là pour une journée entière Alors je travaillais sur des endroits, ce que j'appelle des endroits le plus pauvres qui soient, en sensation,
tout le monde connaît les salles de réunion avec un faux plafond, avec des caissons, avec du lino par terre, avec des meubles, avec du formica et puis du métal, là, des pieds en métal. En général, il y a un porte-manteau, il y a un extincteur et une poubelle avec un sac en plastique noir dessus et un tableau, soit un tableau noir ou vert ou bien un tableau papier. Et avec ça, travailler l'imaginaire, c'est l'imaginaire artisanal. Voilà, donc j'ai vraiment, c'est aussi une question d'attention sur tout ce qui nous entoure et de réinterprétation de la réalité. Je prends un petit détail sur le sol. Tiens, sur le sol, il y a une rayure noire. Qu'est-ce que c'est que cette rayure noire? Donc avec les enfants, on cherche. Il y en a un qui va dire une chose, un autre qui va dire une chose. Moi, je suis là pour rebondir et on crée un univers imaginaire. Est-ce que les enfants aujourd'hui sont en danger par manque d'imaginaire? Oui. Il n'y a pas très longtemps, je continue encore à intervenir, à faire des promenades imaginaires. J'étais dans une classe de 6e et quand j'ai proposé aux enfants de chercher des choses avec moi, il y en a un qui m'a dit « Mais on va être obligé de penser ». J'ai trouvé ça incroyable, on va être obligé de penser. Je suis intervenue aussi, par exemple, à Carcassonne, chercher la tradition, le patrimoine imaginaire de Carcassonne, où pendant une semaine, je suis restée sur place. On a regardé, ceux qui connaissent Carcassonne peuvent aller vérifier ce que je vais dire. Autour du marché, on marche sur des morceaux de foie gras truffés. Donc à ce moment-là, on a repéré qu'il y avait par terre une sorte du marbre. Et alors, je fais des reportages après, donc je prends la photo de ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire le marbre, et je mets une tranche sur le reportage, je mets une tranche de foie gras truffé, c'est exactement pareil. Il y avait aussi des gaufres avec du sucre glace, vous pouvez vérifier, c'est encore là. Enfin, on réinterprète la réalité. Hein. Donc je disais que j'étais pas, au départ je disais rêveuse, et je suis devenue réelleuse. Vous jouez avec les mots. Ben oui, j'adore. Le jeu de mots est en rapport avec l'inconscient. Oui. Vous connaissez le texte? Vous avez lu les textes de psychanalyse? Non, c'est pas ça que je lis, moi. Qu'est-ce que vous lisez? Alors moi, j'ai beaucoup lu, enfin, actuellement, je fais des livres de travail, je veux dire, d'autres choses, d'autres thèmes, mais j'ai beaucoup lu des contes et légendes, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et aussi de la poésie, mais internationale. Qu'est-ce que vous appelez la poésie internationale? Ben, je connais des auteurs japonais. Moi, je suis très liée avec le Japon. La poésie iranienne. Les Iraniens sont des grands, grands poètes. J'ai rencontré cette poésie à un moment donné. La poésie, vraiment, ça me plaît beaucoup. La poésie érotique aussi, qui est à travers le monde, qui est très, très imaginaire, magnifique. Toutes sortes. Le fait que ce soit traduit ne vous gêne pas? Non, à un moment donné sur France Culture, il y avait, mais ça fait très longtemps qu'ils ont arrêté, il y avait à 18h, j'étais dans ma voiture, je rentrais de spectacle, il y avait 5 minutes de poésie, il y avait le poète étranger qui disait son poème dans sa langue, quel régal, et puis après la traduction. La question que vous vous posez maintenant dans la peinture, c'est comment, en retirant la composition, le dessin et le choix des couleurs... Oui, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Parce que je ne veux pas peindre, je veux que ça peigne pour moi. Donc je ne veux plus intervenir dans un choix. C'est assez aléatoire. Hein. Donc oui, qu'est-ce qui reste si j'enlève la composition, si j'enlève le choix des couleurs, si j'enlève le dessin, si j'enlève, voilà, même l'intention, qu'est-ce qui reste? Et en fait, il reste une sorte de vibration, une présence, malgré que le fait que je me retire, il y a quand même une présence, et c'est une présence joyeuse. Il y a une vibration joyeuse. Et ça, je suis très contente que ça se révèle comme ça, parce que je trouve que le monde est un peu bousculé, hein, et je préfère mettre, comme on dit, un peu de baume au cœur sur le monde, et puis de mettre un peu de joie, que de rajouter à la douleur du monde. Merci, voilà. Jol Takahashi. Avec grand plaisir.